Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la mise en œuvre, de l'application de la psychologie de la théorie, de la psychologie de la motivation, de la psychologie mathématique, de la psychologie avec un grand P, comme je l'ai défini jusqu'à présent. C'est pas cette psychologie-là uniquement, c'est la psychologie dans son ensemble, celle qui regroupe toutes les formes de psychologie, qui devrait regrouper toutes les formes de psychologie et qui est en fait euh, celle qui tôt ou tard va converger. Est-ce qu'elle sera celle de Liel? Est-ce que celle sera celle de quelqu'un d'autre? Peu importe. Ce qui compte, c'est que une théorie puisse être appliquée. Appliquée, c'est-à-dire qu'elle nous apporte une satisfaction. Alors, là, pourquoi avoir une théorie et pas des techniques? On pourrait se poser la question d'avoir simplement des techniques. Mais des techniques, vous auriez dans ce cas-là des voitures qui seraient toujours les mêmes. Elles ne pourraient pas progresser. Si on ne serait-ce que de passer de l'essence à l'électrique, par exemple, eh bien, au point de vue technique, on peut améliorer la technique, mais on ne passera jamais d'une voiture à essence à une voiture électrique. Par contre, la théorie en tant que telle de la mécanique, la théorie physique, qui inclut aussi bien la mécanique que l'électricité, etc., va pouvoir donner naissance à des techniques différentes. Vous voyez la différence entre une technique et une théorie. Pourquoi la théorie? Mais une théorie qui reste purement non applicable ne sert à rien. Hein. Donc, c'est ça qu'on va essayer de voir et c'est ça que je voudrais vous montrer comment la mettre en œuvre. Donc on va faire des exercices tout simplement et on va regarder comment ça marche. Alors dans un premier temps, je voudrais reprendre un petit peu ce point de base fondamental qu'est la psychologie. C'est une science. Oui, ça peut être une science et c'est à distinguer des techniques psychologiques qui sont bonnes, mais qui ne sont pas, qui n'expliquent pas vraiment profondément pourquoi ça marche. La science, elle l'explique et elle prévoit. C'est une théorie cohérente, ouverte, réfutable, c'est-à-dire on peut se tromper. Si ça marche pas, ben il faut changer de théorie. Et puis elle est complète. On verra un petit peu plus tard ce que ça veut dire. D'où la nécessaire mise en œuvre et le ça marche. Ce que je vous dis là, ne me croyez pas, faites l'expérience. Si ça marche, c'est ce que je vous dis et fonctionne. C'est tout. Soyons pragmatiques. Ne cherchons pas est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas pour retrouver une satisfaction. Bon. Sinon, vous êtes dans l'incertitude, dans la croyance ésotérique. S'il n'y a pas de démonstration, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et moi, ce que je voudrais, c'est arriver à quelque chose qui marche à tous les coups, entre guillemets, et si une fois ça ne marche pas, remettre en cause la théorie pour se dire, bon bah, pourquoi dans ce cas précis, ça n'a pas marché. Et comprendre pourquoi dans ce cas précis, ça n'a pas marché. C'est-à-dire rejeter la théorie pour une bonne raison. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui, de façon reproductible, n'est pas expliqué. Bon. Et une démonstration, c'est quoi? Eh bien, on part d'hypothèses et on va, par déduction, arriver à une conclusion, une déduction opérante, c'est-à-dire une déduction qui permet d'obtenir un résultat. Alors, en géométrie, vous avez des droites parallèles, et on dit ça se rencontre pas. Bon, quand on est sur un passage à niveau, on regarde des rails
et puis on a l'impression qu'elles se rencontrent à l'infini. Mais quand on sait qu'un train va rouler dessus et que elles sont distantes de façon fixe, eh bien on se rend compte que c'est la définition que la théorie qui nous dit que les droites ne se rencontrent pas, qu'elles sont de pareille distance à tout endroit, eh bien le train le vérifie. Hein. C'est ce que je vous demande, vérifier. Voilà. Quand vous prenez une courbe de température, soit vous regardez la chaleur, là on va être au mois de... dans notre hémisphère nord, on va être dans le mois d'été, donc la température va monter. Bien, vous regardez le matin, quand il fait 14 le matin au réveil à 6 heures et que ça va monter à 28, comme c'est le cas en ce moment, bien, vous pouvez prendre graduellement, toutes les demi-heures, la température de dehors, vous allez tracer une courbe, et puis s'il est 10 heures ou 11 heures, bah, vous allez dire, bon, bah, ça continue à monter, donc je peux prévoir que ça va monter bon, à peu près à tel niveau de chaleur. Vous avez utilisé la partie des mathématiques qui s'appelle l'analyse fonctionnelle. Vous avez aussi la possibilité de résoudre un problème. Il y a une baignoire, tout le monde connaît le problème de la baignoire, il y a un écoulement, et puis il y a un robinet qui coule. Quand est-ce que ça va être plein, est-ce que ça va marcher ou pas marcher, et dans combien de temps. Donc on pose une inconnue, X, et on va essayer de savoir, là si c'est le temps, de savoir au bout de combien de temps la baignoire atteindra à peu près tel niveau. Bon. Donc la théorie mathématique, elle a plusieurs types de disciplines à l'intérieur, rayons si vous voulez, géométrie, arithmétique, analyse, algèbre, et puis on utilise les différentes formes. Chacune de ces formes peut donner des techniques si vous voulez, mais la mathématique c'est l'art de raisonner correctement, et c'est bien ça qu'on va faire au point de vue psychologique. Alors, exercice premier, vous voyez, il y a 15 slides, c'est simple. L'introspection se fait à deux niveaux. Il faut savoir qu'est-ce que c'est que l'introspection. C'est ce qui nous permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Bon. On a des sens, les 5 sens, qui nous permettent de sentir le monde extérieur. Il fait chaud, il fait froid, ça sent bon, ça sent mauvais, c'est dur, c'est mou. On voit que c'est la nuit ou que c'est les jours. On a les 5 sens. Bon. Eh bien, on a un 6e sens qui est un feedback. La nature nous a donné bien des défauts, mais elle nous a donné aussi la capacité de corriger ces défauts. Et la correction de ces défauts se fait par l'introspection. L'introspection, c'est la possibilité de voir ce qui se passe en nous. Alors, pourquoi on a... je parle de l'introspection parce que c'est le premier exercice que vous allez faire, à apprendre à vous introspecter, voir ce qui se passe. Alors, pour faire ça, c'est simple. Vous avez vu dans mes cours précédents que on a une excitation E qui se transforme en désir D, puis en motif qui vont être élaborés, puis finalement sous forme d'action pour atteindre l'objectif qu'on se fixe. Et puis bien souvent, malheureusement, on n'atteint pas l'objectif parce qu'il y a un blocage, soit dans l'action, un blocage par rapport à ce qu'on souhaiterait faire. Je voudrais dessiner ces slides le mieux possible, mais j'ai pas choisi les bonnes couleurs, j'ai pas fait ce qu'il fallait, etc. Il y a un petit blocage. De ce blocage, de cette inhibition, eh bien, on va pouvoir, par les lois du fonctionnement psychique, et c'est pour ça qu'il faut des lois, parce que s'il n'y a pas des lois, on va tâtonner, on va pas savoir, on va partir à droite, à gauche, on peut avoir des bonnes intuitions, mais une intuition n'est pas une connaissance.
Ça marche de temps en temps, mais ça ne marche pas toujours. Alors, l'inhibition sur l'action, vous voyez la flèche rouge, juste derrière moi, pardon, je vais me mettre là, la flèche rouge qui est juste ici, vous voyez l'action, eh bien l'action se bloque. Et quand l'action se bloque, eh bien il faut il faut chercher où est l'exaltation dans le verre, et elle sera au niveau de l'exaltation, de l'excitation. L'excitation va s'exalter. Donc on a une inhibition, une exaltation. La loi d'ambivalence, aussi forte sera l'inhibition, aussi forte sera l'exaltation. Alors l'exaltation, vous ne la verrez jamais, parce que l'exaltation, c'est un plaisir vaniteux. Ça nous fait plaisir, merveilleux. Mais si ça nous fait plaisir, on ne va pas y toucher, et puis on n'aimera pas le voir, on n'aimerait pas vous enlever quelque chose, un doudou qui vous fait plaisir. Vous êtes en train de manger un bon plat, j'ai pas envie de vous l'enlever. Si je vous l'enlève, vous allez être de mauvaise humeur. Eh bien, le plaisir vaniteux, c'est la même chose. On va pouvoir le détecter, ce plaisir vaniteux, qui n'est pas la satisfaction. Ça, vous avez vu que satisfaction et plaisir vaniteux sont à l'opposé l'un de l'autre. Donc, on va chercher l'exaltation. Mais cette exaltation, une fois qu'on a déjà rien que ça, si vous voyez et vous faites le rapprochement entre l'inhibition et l'exaltation, eh bien, vous allez régler pratiquement très rapidement ce qui va se passer. Exemple, vous avez, vous êtes en couple et votre partenaire vous énerve. Parce que, quelque part, vous auriez souhaité que ce partenaire soit parfait, femme ou homme, et il n'est pas comme vous souhaitiez qu'il est. À ce moment-là, ça vous énerve. Vous avez un différentiel entre ce que je veux et ce que j'obtiens. Eh bien, ce différentiel entre les deux, c'est la mesure de l'insatisfaction. Donc, on va essayer de les remettre d'équerre. Pour les remettre d'équerre, il faut voir l'exaltation que j'avais et l'inhibition entre ce que je m'attendais et ce que j'ai. Donc, ce rapport entre les deux, c'est la loi d'ambivalence. Donc, vous voyez, j'utilise une loi, c'est-à-dire je dis A est aussi grand que E. L'inhibition de l'action sera aussi grande que l'exaltation de mon excitation. Bon, cette excitation, elle se transforme en désir qui va se transformer en motif. Eh bien, la deuxième étape, la première étape, c'est on va regarder ce qui se passe sur ces quatre noumènes, c'est-à-dire quatre élaborations d'une action qu'on va faire entre l'excitation et l'action. L'excitation se transforme en désir, c'est-à-dire que j'ai soif, est-ce que je bois du thé ou est-ce que je bois un jus d'orange? Ça, c'est le désir. Et je vais avoir des motifs à partir de là pour soit me faire un thé, soit aller dans le frigidaire chercher un jus d'orange bien frais. Eh bien, le désir et le motif, ils ne vont pas répondre à la même ambivalence que l'action et l'exaltation, qui est inhibition et exaltation. Ils vont répondre à le motif va être une justification de je veux ça, j'insiste, sans ça je ne serai pas content, et ça c'est simplement la publicité et le marketing qui vous font croire que sans un objet extérieur vous ne serez pas heureux, alors qu'un objet extérieur ne peut pas vous rendre heureux ni malheureux. Un objet extérieur est extérieur à vous.
Donc, n'allez pas chercher à une justification de dire c'est parce que je ne l'ai pas que je suis malheureux. Et le désir que vous vouliez, eh bien, si vous ne pouvez pas l'obtenir, une des meilleures façons de l'éliminer, c'est de le refouler. C'est-à-dire, on le met de côté. Eh bien, quand vous le refoulez, vous avez forcément des justifications qui vont justifier, qui vont essayer de prouver que vous aviez raison de le refouler. Bon. Eh bien, mettez le refoulement avec les justifications l'un en face de l'autre, vous allez tout de suite diminuer ce sentiment d'insatisfaction que vous avez à l'intérieur de vous-même en vous disant une seule chose, je suis responsable de ce qui m'arrive. Si je ne suis pas heureux, ça n'est que de ma faute. À partir de là, quel que soit ce qui vous arrive, repartez toujours du fait c'est de ma faute. Alors attention, n'allez pas vous culpabiliser excessivement. C'est de votre faute. Dans le sens que si vous y accordez tellement d'importance, c'est-à-dire d'une manière exagérée, la déception sera exagérée. Donc ce que je vous dis, c'est de votre faute, pas de façon exagérée, de façon à ce que immédiatement vous diminuez l'état d'insatisfaction en diminuant l'exaltation de la faute que vous avez. Donc il faut voir sa faute en diminuant l'exagération de la faute que vous avez commise. On fait tous des erreurs. J'en fais, vous en faites, tout le monde en fait. Nous sommes des êtres imparfaits. Il n'y a pas une personne qui soit parfaite. Enfin, si il y en a une, faites-le moi savoir. Je serais ravi de la rencontrer parce que c'est certainement un phénomène d'une extraordinaire, quelqu'un de fantastique, quelqu'un de parfait, vous vous rendez compte, qui ne ferait jamais aucune erreur, qui serait toujours... alors, il y a plein de gens qui essayent d'une manière ou d'une autre d'être parfaits, mais malheureusement, je crois que pour le moment, j'en ai jamais rencontré qui soit arrivé à être d'une manière constante parfait. Bien sûr, sur un instant, on peut dire il est parfait, mais un instant, ça veut rien dire. Hein. La perfection, c'est pas un instant. Bon. Et puis si à ce moment-là, on compare tout ce qu'on pourrait avoir fait, et plus et moins, ça ne va pas aller. Donc le premier niveau, c'est d'arriver à trouver les erreurs sur l'exaltation, le désir, le motif et l'action. Et on part de quelque chose qui est tangible, pragmatique, direct, c'est l'inhibition. Parce que l'inhibition, quand vous avez un blocage, soit la timidité, soit bafouiller, soit vous taire simplement, c'est une forme de timidité. Parce que si vous dites quelque chose, ça ne sera pas parfait. Alors, pour essayer d'être parfait, vous ne parlez pas. Si vous commencez à ne pas parler, c'est la catastrophe. C'est une inhibition. Eh bien, cette inhibition, reliez-la au fait que vous voulez être parfait. Vous voyez, on est direct, on est dans le sujet et on l'applique. Mais pour vous l'expliquer, vous avez vu que j'avais besoin de certains termes, que j'avais besoin d'une théorie, que j'avais besoin de lois, que j'avais besoin de déduction, et que tout ça, ça se tient, et que je construis quelque chose. Le deuxième niveau est derrière moi. Je vais me pousser un tout petit peu. Je suis désolé, d'un côté de l'autre. Je vais me pousser un tout petit peu de ce côté-là. On va essayer de se pousser de ce côté-là. Si je me mets comme ça, voilà. Les 4 catégories. 4 ou 8 catégories, vanité, accusation, culpabilité exaltée et sentimentalité. Vous avez juste derrière moi, je suis désolé, les quatre
justification. Bon. Eh bien, c'est le deuxième niveau. Vous voyez, on est au niveau de la justification, c'est-à-dire des motifs. Et là, on va travailler sur le cercle vicieux entre ces quatre formes de justification. La vanité qui implique l'accusation, la culpabilité exaltée et la sentimentalité. Et à partir de là, vous allez démonter complètement le jeu vaniteux qu'il y a en vous. Et ce jeu ne peut être démonté que lorsqu'on a compris comment il s'est créé. Si vous... Alors, on peut avoir plein de techniques, etc., mais les techniques vous apporteront jamais la solution. Les techniques vous apporteront une sorte de solution temporaire, facile, mais ça ne vous apportera pas la solution qui vous permettra de ne plus avoir ce genre d'inhibition, de ne plus avoir ce genre de blocage. Bon. Pour bien comprendre tout ça, il faut que vous repreniez les différents cours que j'ai faits à ce sujet. Parce que là, je vous donne juste la synthèse, je vous donne simplement comment appliquer ces lois. Ce que je veux vous montrer, c'est que ça s'applique, ça s'utilise. Hein. Bon. Donc, on part de la théorie, on va essayer de l'utiliser. C'est trop simple d'un côté et déjà trop compliqué de l'autre, mais on doit arriver à pouvoir vous le présenter plus agréablement. En tous les cas, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que la théorie, elle s'applique concrètement et que grâce à ça, ça marche. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.